Good morning tout le monde et bienvenue dans un épisode spécial, une sorte de discussion ensemble sur Sony. Qu'est-ce que j'en pense après plus de 5 ans à utiliser de manière journalière des appareils photo Sony? Je voudrais un peu partager le pour et le contre de la marque, de l'écosystème. Honnêtement, ça va être un petit peu une discussion entre toi et moi. J'ai envie que tu participes un peu dans les commentaires, que tu me dises si tu partages un petit peu les impressions que j'ai aussi ou les problèmes que j'ai pu rencontrer. Si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Télambert, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro, une méthode pas à pas pour faire passer sa photographie au niveau supérieur qui a aidé des milliers de participants à travers le monde et pour certains à même changer leur vision de la photographie. Alors, j'ai commencé personnellement avec des appareils Canon, 5D Mark II quand j'ai voulu passer à la photographie sérieusement. Puis quand je suis devenu pro, je suis passé chez Nikon. Ensuite, j'avais un Nikon et un Panasonic quand j'ai commencé à faire des vidéos et à voyager autour du monde. Après, je me suis dit, je peux pas continuer avec un Nikon et un Panasonic, ça me fait deux types d'objectifs, deux systèmes, etc. Et j'ai changé pour mon A7R3 que j'adorais. Puis j'ai eu un A7 III, j'ai un A7S III et j'ai un A1 aussi. Voilà, ce sont des appareils que j'ai achetés. Il y en a que j'ai juste essayé, mais tout cela, je les ai achetés et j'ai pris des milliers, peut-être même des millions de photos avec tous ces appareils. Et la première chose que j'ai adoré, on va commencer tout de suite pour le pour de Sony, ça a été le fait que je puisse faire de la vidéo et de la photo de manière très précise avec un seul boîtier. Ça a été vraiment quelque chose qui a tout changé dans ma vie parce que je commençais à faire un petit peu de YouTube et en même temps j'avais mes jobs de photo. Mais pour ça, je voulais pas avoir deux types d'objectifs, je voulais pas avoir deux marques différentes et ça m'a permis de tout intégrer à l'intérieur d'un même boîtier. On a des appareils qui sont capables de prendre de la vidéo en 4:2, en 10 bits et en même temps de prendre des photos avec un des meilleurs autofocus présents sur le marché et ça c'est juste génial. Si tu prends certaines marques comme Nikon, en tout cas à l'époque, la partie vidéo n'était pas du tout développée, c'était pas vraiment le cœur de leur métier. Alors en photo c'était génial, mais tu te sentais très limité en vidéo. Alors ça c'est mon expérience, on fait pas tous de la vidéo et de la photo, mais juste de savoir qu'on n'a pas besoin de changer de matos pour se mettre à la vidéo, c'est quand même assez incroyable de nos jours. Et quand je repense au moment où j'ai changé, ça a vraiment été un tournant un petit peu, j'ai envie de dire, dans ma carrière, dans ma capacité à voyager léger. L'autre aspect génial pour Sony, c'est l'autofocus. Que ce soit depuis le A7 III jusqu'au A1, jusqu'au A7R5, Sony m'a toujours impressionné avec l'autofocus. Je trouve que la précision de l'autofocus, la détection des visages, le fait de pouvoir avoir des boutons sur les objectifs et de le lier par exemple à la mise au point, par exemple juste sur un œil, ça m'a permis de shooter plus rapidement et d'être plus précis. Aussi en vidéo, c'était juste le jour et la nuit parce que l'appareil restait constamment sur mon visage. Une autre personne venait dans l'image, ça partait pas dans tous les sens, c'était vraiment génial. Et l'autofocus a toujours été extrêmement rapide. Mon A1 a un autofocus génial, le A7R5 on va même pas en parler parce qu'il y a la partie intelligence artificielle qu'on a vu aussi avec les Canon derrière qui est très intéressante. J'ai pas besoin de me poser 30 000 questions et 40 000 réglages pour avoir quelque chose qui performe comme je le veux lorsque je suis sur le terrain. J'ai toujours bien aimé l'ergonomie, la prise en main est géniale. Un aspect qui est super, c'est qu'on se retrouve avec les mêmes batteries depuis le A7 III jusqu'au A7R5 de nos jours. C'est tellement agréable. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de se dire il me faut que je rachète une batterie. J'ai encore mes batteries d'A7 III que j'utilise tous les jours et qui sont encore très performantes. Et pareil, si tu as d'autres amis qui sont autour de toi, tu vas pouvoir utiliser leur batterie. Aussi, je vais pouvoir recharger avec n'importe quel câble USB-C. Sur le Canon, c'était pas n'importe quel câble. Maintenant, parlons des objectifs parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens apprécient. On est capable d'avoir la trinité des objectifs, c'est-à-dire 16-35, 24-70 et 70-200 pour moins de 3 000 € si tu prends du Sigma ou du Tamron. Et ça, c'est juste incroyable. Si tu prends les Canon, la ligne RF n'est pas ouverte aux autres constructeurs d'objectifs. Et du coup, ça limite énormément au niveau du budget les gens dans ce qu'ils peuvent récupérer comme objectif. Et rien que si on prend les objectifs Sony, ils sont pas donnés. Mais ce qui m'a toujours fait plaisir, c'est qu'ils avaient un engagement envers la taille des objectifs. C'est-à-dire qu'ils essayent de les rendre plus petits, plus compacts et plus légers au fur et à mesure des années. Et ça, je te garantis que quand tu voyages, c'est quelque chose que tu apprécies énormément. Les images ont toujours été très belles. Je me suis jamais senti limité. Sony était un petit peu avant-gardiste sur la lumière basse. Je vous rappelle que le Sony A7S III nous permet de shooter jusqu'à ISO 400 000. Alors bien sûr, il y a du bruit, mais ça a toujours été quelque chose d'assez révolutionnaire. Et j'apprécie cette capacité à shooter en lumière basse facilement depuis plus de 5 ans. Voilà une dernière chose assez importante pour moi dans la manière dont je shoot. Tu l'as peut-être vu à travers plein de vidéos. En fait, j'aime bien balader, j'aime bien aller dans l'eau, j'aime bien shooter dans l'eau, que ce soit aux Marquises ou que ce soit à Chicago. J'aime bien shooter sous la pluie
Et honnêtement, tous mes boîtiers Sony ont résisté avec le temps, à la neige, au froid glacial et à la pluie. Je trouve que c'est un très bon point. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est notre petite prise sur là où on met soit le micro, soit le flash. Comme il y a une connectique, il faut juste la couvrir. Voilà, c'est pas un appareil étanche non plus, mais c'est un gros point positif au fur et à mesure des années que j'ai découvert. Maintenant, parlons du contre Sony. Quelles sont les choses qui m'ont pas plu au cours des années? Petite parenthèse avant que je me lance dedans. Toutes les photos que tu vois sont éditées avec mes presets Lightroom. Si ça t'intéresse de gagner du temps et d'avoir des presets versatiles, je te mets un petit lien dans la description. Tu peux les récupérer aussi et éditer tes photos plus rapidement. Et si tu veux de l'inspiration gratuitement 2 fois par mois, il y a une petite liste qui s'appelle mon top 5 de Pierre. J'envoie un email 2 fois par mois avec de l'inspiration, du nouveau matos que j'ai découvert, des trucs et astuces, des photos exclusives et la manière dont je les ai prises. Et c'est littéralement ce que je partage avec des amis de manière régulière. Donc si ça t'intéresse, il y a aussi le lien dans la description. Je te laisse découvrir tout ça. Il y a un truc bizarre avec Sony. La balance des blancs en auto change en permanence quand tu passes de l'horizontal au vertical. Quel que soit le modèle, les tons sont plus chauds dans l'un ou dans l'autre. J'en avais parlé dans une vidéo, il y en a qui avaient mis en avant le fait que c'est peut-être parce que on se retrouve avec des zones différentes, que ce soit en paysage ou en horizontal. Oui, c'est vrai, mais ça ne devrait pas changer autant. C'est des choses qui ne m'arrivent pas avec les autres appareils photo. L'autre point un peu négatif, ça va être que les menus n'arrêtent pas de changer chez Sony. Alors, je pense qu'ils ont beaucoup écouté le feedback des gens qui se disaient les menus ils sont pas agréables, ils sont pas intuitifs, ils sont difficiles à gérer, etc. Par contre, ça veut dire que ils ont évolué au fur et à mesure du temps et que si je prends un A1 et un A7R5, ils ont pas le même menu alors qu'ils ont que 1 an et demi d'écart. Ce que j'aimerais voir, c'est une mise à jour de tous les menus, parce que ça va aider l'utilisateur à éviter de jongler en permanence. Pour moi, c'est important d'avoir quelque chose de régulier, quel que soit l'appareil que j'utilise quand c'est dans une marque spécifique. Et ça, c'est un feedback que j'ai de tout le monde et moi aussi, je l'ai donné à Sony plein de fois. C'est où sont nos mises à jour pour les anciens modèles, pour un Sony A1 qui est le haut de gamme, qui devrait avoir les dernières mises à jour, qui devrait avoir la compensation de focus breathing, je sais pas comment on dit en français. Il n'y a pas ces mises à jour qu'on va retrouver peut-être un petit peu plus chez Canon ou chez d'autres marques. Et moi, ça me frustre vraiment en tant qu'utilisateur parce que tu te dis, mince, j'ai payé 6-7 000 euros pour un appareil. Même pas un an après, il y a un A7 IV qui sort avec des fonctionnalités qui ne requièrent pas un nouveau processeur ou quoi que ce soit et qui sont toujours pas mis à jour dans mon A1. Et aussi une chose que je n'ai toujours pas compris, qui encore une fois peut être réglée avec un update du firmware, c'est la convention des noms pour les photos. Je me suis retrouvé sur des shoots où j'ai pris plus de 10 000 photos, ça a remis à zéro, j'avais tout dans le même dossier, ça a écrasé les anciennes photos parce qu'elles avaient le même nom. Du coup, c'est un vrai cauchemar. Il y a 2 solutions possibles. Faire monter le numéro jusqu'à 100 000, en général ça couvre nos besoins, ou simplement nous donner la possibilité de mettre la date devant le nom de la photo. Et ça va réduire les causes de destruction de fichiers par erreur. Ça m'est déjà arrivé et c'est ultra frustrant, c'est pour ça que je suis content d'avoir des backups. Ils ont fait la mise à jour sur la partie vidéo, mais la partie photo, j'attends toujours. Ils sont géniaux pour faire sortir de nouveaux appareils, et pousser la technologie, c'est cool. Mais s'il te plaît, mets-nous à jour les autres appareils. S'il faut nous faire payer 50 euros pour une mise à jour extrêmement bien conçue et qui nous permet de débloquer des nouvelles fonctionnalités sans avoir à changer d'appareil photo, pourquoi pas? Dis-moi aussi si toi aussi tu as un petit peu le même sentiment. En parlant du A1 et de la frustration, je vais le dire tout de suite, ne pas avoir le petit écran pivotable, je le savais quand je l'ai acheté, mais c'est vrai que l'avoir sur le A7R5 avec leur nouveau mode où on peut le faire pivoter comme ça et en même temps on peut le faire tourner complètement. Des fois je me dis ah mince, est-ce que je vais changer d'appareil pour un A7R5? Non, je garde mon appareil pour le moment. Tout à l'heure j'ai parlé d'un point positif pour l'ergonomie, mais maintenant il y en a un point qui est un petit peu moins bon. Ça va être finalement que les appareils ont l'air vieux très rapidement. Regarde mon appareil et si tu regardes bien, le A7S III ça va, mais mon A1 il a perdu de la peinture un petit peu partout en fait, très rapidement. Alors oui, je l'utilise de manière un peu intensive on va dire, mais j'ai des amis, on a eu des Canon pendant des années et ils n'ont pas perdu une seule goutte de peinture. On a payé cher le boîtier, on n'a pas envie qu'il ressemble à un boîtier d'il y a 30 ans en 10 jours. Si tu regardes cet appareil qui doit avoir au moins 20, je sais pas, peut-être 30 ans, voilà, il a l'air limite meilleur en points que mon A1. Et ça, c'est après 1 an et demi d'utilisation. Donc c'est un petit peu dommage. Et j'en avais parlé dans une vidéo. On a ce petit bouton. Alors c'est hyper pratique d'avoir cette petite molette de réglage pour la compensation d'exposition. Mais le problème, c'est que le petit bouton à l'intérieur qui va le verrouiller, en fait, reste bloqué. Et du coup,
j'ai du mal à le sortir de temps en temps. Est-ce que toi aussi tu as eu la même expérience? Parce que ça m'intéresse. Je voulais savoir si c'était juste parce que je suis dans des environnements un peu difficiles des fois. J'espère ils vont le régler dans le futur, honnêtement. Tant qu'on est sur le corps de l'appareil, l'écran à l'arrière, je sais pas pourquoi, mais quand je prends les photos avec les Canon à l'arrière de l'appareil, ça a l'air génial. Alors que sur le Sony, je suis toujours surpris positivement lorsque je vais éditer mes photos, mais à l'arrière de l'écran, je sais pas pourquoi c'est jamais aussi beau. Alors que on va avoir un Xperia 1 Mark 4, etc. ou un Pro I qui vont avoir un écran incroyable qui va être magnifique. Et je sais pas pourquoi on n'est pas capable d'avoir la même chose dans notre appareil photo Sony. Je dois dire cependant que sur le A7R5, ça a changé et que c'est beaucoup plus agréable maintenant à regarder. En parlant de couleurs, pendant longtemps, les couleurs avaient une teinte un petit peu verte. Sur les A7 III, je me rappelle, fallait que je fasse pas mal de réglages après pour retrouver des choses qui me plaisaient, d'accord? Et surtout, la balance des blancs était un petit peu partout, dans tous les sens. Mais j'ai remarqué que au fur et à mesure du temps, les choses ont changé. A7S3, j'ai vu une claire différence. Le A1 a repris un petit peu la science des couleurs du A7S3, donc j'étais hyper content. C'est beaucoup plus régulier, on va dire. Il y a moins de magenta, moins de vert. Par contre, le A7R5 est sorti et là, j'ai fait « Ah, waouh !» Parce que maintenant, la balance des blancs gère les choses encore mieux, je trouve, de manière automatique. Et les couleurs sont un petit peu plus proches, un petit peu plus naturelles que ce qu'on peut voir dans les autres modèles. Voilà un petit peu pour le pour et le contre de Sony avec mes milliers de photos que j'ai pris, mon expérience honnêtement, sauf si j'ai une marque qui veut absolument m'acheter une certaine exclusivité, je compte pas changer, c'est du matos que moi j'investis personnellement avec mon argent dans ces appareils, j'ai toujours été content avec. Le rêve, ce serait que Sony ressorte un R1XR 3 ou 2, oui 3 parce qu'il y a déjà le 2 avec lequel j'ai pu shooter à Tokyo et c'était juste génial comme appareil. Ce serait encore plus la folie s'il y avait un mode dans lequel on pouvait créer nos propres presets un petit peu comme nos recettes Fuji, etc. pour avoir les styles que l'on veut directement dans l'appareil. Imagine tu te connectes avec ton téléphone à l'application Sony et là tu peux acheter des looks, un petit peu comme tu pourrais acheter mes presets Lightroom pour mettre directement dans ton appareil. Ce serait génial. J'adorerais par exemple acheter un pack d'un créateur que j'aime bien, le mettre dans mon appareil et passer une journée à shooter directement JPEG avec le look final. Je pense que ça doit être possible. Ce serait un super écosystème que j'aimerais beaucoup voir venir. D'ailleurs, je parle un petit peu de ça dans la vidéo Rico. Voilà, c'est un petit peu une idée. Sony, si tu m'entends, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez un peu dans les commentaires. Je me disais que ce serait plutôt intéressant. Voilà. Au final, les amis, n'oubliez pas que tu sois avec un téléphone, avec un appareil photo, cher, pas cher, Canon, Sony, banane, ça ne change rien. Au final, c'est ce qui se passe dans ton cerveau. La manière dont tu vas aller dehors et prendre des photos, dont tu vas approcher les choses, c'est un outil, ne l'oublie pas. Ne reste pas trop bloqué sur telle ou telle marque. Utilise les outils qui sont à ta disposition le mieux que tu puisses. Et si tu ne sais pas comment, tu peux rejoindre la prochaine session de la formation. On va travailler là-dessus. Mais surtout, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, continue à pratiquer. Et je te dis à très vite. On se revoit dans la prochaine vidéo. Va dehors, va prendre des photos et c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de différent. Ciao!